Donc on peut distinguer deux grands types de contrôle des instruments de défense commerciale qui sont utilisés par l'Union européenne. Alors, il faut savoir qu'en pratique, c'est la Commission, la plupart du temps, qui institue des mesures de défense commerciale par le biais de ce qu'on appelle des règlements d'exécution. Et bien évidemment, ces mesures doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle. Donc il y a deux grands types de contrôle. Un contrôle, on va dire, juridictionnel, classique, donc notamment par la Cour de justice de l'Union européenne en tant qu'institution, et un contrôle qu'on appelle quasi-juridictionnel, parce qu'il y a des côtés un petit peu juridictionnels et des côtés qui sont un peu plus emprunts à la diplomatie, qui font l'objet de l'organe de règlement des différends à l'Organisation mondiale du commerce. Donc ce sont deux procédures qui sont différentes, mais qui peuvent s'appliquer aux mesures qui sont adoptées par l'Union européenne. Et il n'est pas rare d'ailleurs de voir des procédures qui sont menées de façon parallèle, c'est-à-dire des entreprises qui introduisent un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne et des États pour la même mesure qui vont se plaindre devant l'Organisation mondiale du commerce. Donc ça n'est pas exclusif, les entreprises doivent choisir quelle est la voie qui est la plus adaptée pour faire contrôler des mesures de défense commerciale. Alors si on commence par la voie juridictionnelle, qui est la voie la plus classique pour attaquer une mesure de défense commerciale adoptée par l'Union européenne, donc il faut s'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne en tant qu'institution, mais les entreprises, les personnes morales, normalement vont s'adresser en fait au tribunal de l'Union européenne, qui est compétent pour recueillir ce qu'on appelle les recours directs des personnes morales, notamment les recours en annulation, qui visent donc à annuler une mesure de défense commerciale qui serait adoptée par la Commission européenne. Ils peuvent aussi déposer des recours en indemnité ou des recours en carence. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, une grande partie du contentieux de la défense commerciale devant le tribunal de l'Union européenne se fait par le biais du recours en annulation. Alors le recours en annulation, en fait, la grande difficulté, comme ce sont des règlements qui sont adoptés par la Commission et qui s'appliquent à tout le monde en fait dans l'Union européenne, qui ont une portée générale, la grande difficulté, bien évidemment, c'est la recevabilité du recours devant le tribunal, qui est une question qui n'est pas évidente quand on attaque un acte de portée générale. Alors il faut savoir qu'en matière anti-dumping, c'est une procédure, par exemple en matière anti-dumping, mais ça vaut aussi pour les procédures anti-subvention, ce sont des procédures un petit peu particulières où les entreprises participent beaucoup à la procédure et en général, dans le règlement, voient leur nom apparaître à la fin avec un droit qui est individuel. Et donc pour ces entreprises, en fait, elles ont un statut un petit peu particulier, ce qui leur permet quand même d'accéder plus facilement au tribunal. Donc en règle générale, quand on est producteur-exportateur d'un pays tiers, on peut agir effectivement devant le tribunal contre une mesure d'exécution de la Commission européenne. Quand on est plaignant aussi, quand on représente l'industrie de l'Union européenne, on peut agir assez facilement devant le tribunal de l'Union européenne. La petite difficulté, ce sont pour les importateurs, c'est-à-dire les gens qui vont payer des droits en fait supplémentaires dans l'Union européenne quand des mesures de défense commerciale sont adoptées par la Commission. Pour cette catégorie d'opérateurs, la recevabilité n'est pas toujours évidente. Il faut déterminer leur niveau de participation à la procédure. Donc parfois, effectivement, cette catégorie d'opérateurs n'est pas recevable à agir devant le tribunal. Cela étant, le fait qu'elle ne puisse pas agir directement devant le tribunal ne leur empêche pas de recourir à d'autres voies de recours, et notamment à ce qu'on appelle le renvoi préjudiciel en appréciation de validité. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ça consiste à faire un recours au niveau national, notamment au niveau des douanes, puisque les importateurs vont payer effectivement un droit de douane supplémentaire quand la Commission impose des mesures de défense commerciale. Elles vont nouer un contentieux avec les douanes et à ce moment-là, elles vont poser une question à la Cour de justice, donc là qui est la juridiction qui est au-dessus du tribunal de l'Union européenne dans la hiérarchie juridictionnelle européenne, et vont poser une question à la Cour de justice pour, le cas échéant, contrôler la validité de la mesure d'exécution qui a été adoptée par la Commission européenne en matière de défense commerciale. Donc ça, c'est la voie juridictionnelle européenne classique qui est utilisée quand même assez fréquemment aujourd'hui par les entreprises dans l'Union européenne. Donc c'est vraiment un recours qui est assez utilisé. La deuxième voie, donc, c'est le fameux recours quasi-juridictionnel qui se passe au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Donc là, la procédure est totalement différente, donc ça n'est pas une juridiction, donc on est dans un contexte plus diplomatique, et la procédure se passe par les États. Donc les entreprises directement ne peuvent pas saisir l'Organisation mondiale du commerce. Les États doivent introduire une plainte lorsqu'une mesure, par exemple, est adoptée par l'Union européenne, et saisir l'Organisation mondiale du commerce, et plus précisément l'organe de règlement des différends, pour enclencher une procédure au niveau international.
Donc il y a une phase qui est différente. Au niveau du tribunal de l'Union européenne, on a une phase contentieuse classique avec des échanges de mémoire et une plaidoirie classique. Au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, c'est un petit peu différent puisqu'on a des phases préalables de discussion. Donc ça, c'est le côté un peu diplomatique de l'Organisation mondiale du commerce. Et ensuite, on a la constitution de ce qu'on appelle un groupe spécial, ou dans le langage courant, on appelle ça un panel, qui est constitué de 3 panélistes qu'on choisit sur des listes et qui vont étudier le dossier. Et à ce moment-là, on a plusieurs échanges d'écriture entre les parties, des audiences mais qui sont plus informelles avec beaucoup plus de participants et qui se déroulent à Genève. Et donc à la fin, ce groupe spécial, ce panel, rend un rapport qui sera adopté par l'organe de règlement des différends et qui peut condamner effectivement le pays à se mettre en conformité. Là, on verra que c'est une petite différence par rapport aux juridictions de l'Union européenne. Il n'y a pas d'annulation. On invite, en fait, on oblige l'État qui est condamné au niveau de l'OMC à se mettre en conformité. Ensuite, si cette phase-là ne satisfait pas les États qui sont partis à cette procédure, il y a une possibilité d'appel devant un organe d'appel qui, lui, est permanent. Donc ça se rapproche d'un système un petit peu juridictionnel, qui comporte 7 membres et qui, lui aussi, peut rendre donc un appel sur un panel qui serait décidé par un groupe spécial. Il faut ajouter à ce niveau-là, d'ailleurs, qu'au niveau du tribunal de l'Union européenne, on a un peu le même système, puisque le tribunal peut être contrôlé par la Cour de justice aussi sur pourvoi. Donc on a aussi dans les deux systèmes cette possibilité de contrôle des points de droit par un organe supérieur. Ensuite, au niveau de l'OMC, la grande difficulté, en fait, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la condamnation de l'État membre, il faut un suivi de cette condamnation et donc une mise en œuvre de la condamnation qui est prononcée par l'organe de règlement des différends. Et cette mise en œuvre peut être très longue. Et on a vu comme ça des panels qui ont mis 7, 8, 10 ans avant d'arriver à une solution, c'est-à-dire avant que le pays membre en face change sa réglementation. Donc cette mise en œuvre peut être très longue. Il peut aussi y avoir nécessité d'adopter ce qu'on appelle des mesures de rétorsion dans ce cas. Donc en fait, les grandes différences entre les deux systèmes, c'est qu'au niveau de l'OMC, a priori, on peut avoir l'impression qu'au niveau international, la procédure est plus rapide, puisqu'on a des procédures qui peuvent se régler en 1 an et demi, 2 ans en moyenne, alors qu'au niveau de l'Union européenne, avec la procédure de pourvoi devant la Cour de justice, on est plutôt, si on compte une procédure moyenne de 2 ans, 2 ans et demi devant le tribunal, plus 1 an devant la Cour, on est presque à 4 ans. Donc on pourrait imaginer effectivement à première vue que la procédure OMC est plus rapide. Néanmoins, en pratique, on se rend compte que la mise en conformité est plus longue et donc on n'obtient pas tout de suite une modification de la réglementation du pays qui est visée par la procédure en matière de règlement des différends. L'autre grande différence, bien évidemment, c'est quand on agit par exemple en annulation, en faisant un recours en annulation devant le tribunal, on aboutit à une annulation de la réglementation qui a été adoptée par exemple par la Commission européenne, et ça a un effet immédiat puisqu'on retire l'acte annulé est censé n'avoir jamais existé dans l'ordre juridique de l'Union européenne, donc l'effet est vraiment immédiat et tangible, alors qu'au niveau de l'OMC, on n'aboutit jamais à une annulation. Donc ça, c'est une différence entre les deux. Et cette différence explique qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les statistiques, on se rend compte qu'on a plus de contentieux maintenant devant le tribunal de l'Union européenne proportionnellement aux mesures qui sont adoptées par la Commission que de contentieux qui se déroulent devant l'organe de règlement des différends. Donc on voit un léger déplacement du contentieux en faveur des juridictions de l'Union européenne.